ont encore attaqué une nave vénitienne qui passait au large du Cap. La semaine dernière, ils ont enlevé 2 jeunes filles qui ramaillaient leurs filets sur la plage. Je vais créer une cité qui va les défendre. Prends ta plume et écris. Oui, monseigneur. L'an de grâce 1295. Ce 8 août, moi, Charles II, comte de Provence, duc d'Anjou, avons décidé la création d'une cité nouvelle qui prendra le nom de Villefranche. Et nous demandons qu'à son territoire soit transféré celui de Montolivo. Tous ceux qui s'y installeront définitivement, nous leur octroyons les privilèges suivants. Plus de taille, plus de quête, plus de droit d'albert, de droit de cavalcade. En 1295, Charles II d'Anjou, dit le Boiteux, prince français, décide la fondation de Villefranche-sur-Mer. Pour arrêter les incursions incessantes des pirates qui infestent la rade et qui organisent rapts et enlèvements auprès de la population locale, Villefranche va donc être fortifiée. Les premières fortifications médiévales sont réalisées en bois, matériau très vulnérable à l'incendie. Dès le XIe siècle, les premiers châteaux de pierre apparaissent. Ils se présentent sous la forme d'un donjon quadrangulaire, massif, avec très peu d'ouvertures. C'est cette forme que devait revêtir le premier château de Villefranche. Il en reste les fondations de l'actuelle Torre Vecchia et la porte de l'enceinte englobée dans une propriété privée. À côté du château primitif, la première enceinte fortifiée de Villefranche, construite par Charles II d'Anjou, date de l'extrême fin du XIIIe siècle et s'avère rapidement trop exiguë. Le fils de Charles II d'Anjou, Robert, entreprendra dès le début du XIVe siècle de réaliser une enceinte plus vaste, dont il reste une porte dite le portal de Robert. Cette enceinte est également plus technique, car l'espacement des tours qui se succèdent sur la courtine est calculé en fonction de la portée des armes du temps, arcs, arbalètes, comme dans les nouveaux châteaux et nouvelles enceintes qui apparaissent à partir du XIIIe siècle. Pour défendre tout le pourtour de la fortification, les aménagements des sommets des remparts de Villefranche comportaient-ils des hourds de bois, comme à Carcassonne, ou des mâchicoulis de pierre, comme à Tarascon? Archéologiquement, on ne peut rien affirmer pour Villefranche. Malgré ces fortifications, une lettre de la reine Jeanne, datant de 1355, démontre que les attaques continuent et les remparts sont endommagés. Nous, Louis et Jeanne, rois et reines de Naples, de Jérusalem et de Sicile, comtes et comtesses de Provence, demandons à notre sénéchal de Provence de relever les fortifications sises autour du port de Villefranche-sur-Mer, actuellement partiellement détruite, ainsi que la tour détruite elle aussi. Nous précisons qu'il importe aussi de rétablir la chaîne fermant le port. Nous ordonnons enfin que tous ces frais soient supportés à part égale par la cour et la commune de Villefranche-sur-Mer. Les problèmes engendrés par la succession de la reine Jeanne ont pour conséquence de faire basculer le comté de Nice, possession provençale, dans les domaines savoyards. Le 28 septembre 1388, l'ensemble du comté se donne à la Savoie. Attenti! Magliare la bandiera! Villefranche acquiert une position stratégique car elle devient l'unique port des États de Savoie qui sont les alliés de Charles Quint. François Ier, le roi de France, réclame de son côté le comté de Nice au titre de son héritage angevin. Pendant toute la première moitié du XVIe siècle, les deux souverains s'affrontent sans cesse.
François Ier n'hésite pas à conclure une alliance impie avec les Turcs et en 1543, c'est la guerre sur notre rivage. La flotte turque, sous le commandement du célèbre corsaire Barberousse, rejoint la flotte française pour préparer l'attaque du château de Nice, ordonnée par François Ier. Le 5 août 1543, les 110 galères turques et les 40 galères françaises débarquent dans la rade de Villefranche, leurs milliers de soldats qui se dirigent vers Nice, pillant et saccageant tout sur leur passage. Des traces d'incendie se retrouvent uniformément dans les soubassements des murs de Villefranche. Datées du milieu du XVIe siècle, elles semblent attester les grandes souffrances des Villefranchois au moment de cette attaque. Les suppliques des Villefranchois sont entendues par le duc de Savoie. Celui-ci fait entreprendre dès 1550 la construction d'une citadelle selon les nouveaux principes de fortification. En effet, jusqu'au XVe siècle, l'armement d'attaque, arcs, arbalètes, catapultes, permet au château de résister assez facilement. Mais l'arrivée du canon va contraindre la fortification à se transformer. Après de nombreux tâtonnements, c'est en Italie que les ingénieurs imaginent le nouveau type de fortification dont notre citadelle est un très précoce exemple. À la demande de Charles Quint, oncle du duc de Savoie, c'est donc Gianmaria Olgiati, ingénieur général italien, qui conçoit le projet d'une citadelle moderne avec un tracé géométrique et un rempart en terre qui permet d'amortir le choc des boulets. Le littoral de la maison de Savoie sur la Méditerranée est très étroit, du Var à Cap d'Aille. Aussi, l'ingénieur général Olgiati va concevoir un projet global de défense de la côte. La citadelle de Villefranche surplombe la mer, constituant la défense du nouveau port. La digue fortifiée constitue le bras armé de la citadelle, car elle permet d'aligner l'artillerie face à la rade. Le fort du Montalban, entrepris presque en même temps, au sommet de la colline, est destiné à la défense des arrières de la citadelle et du château de Nice. Système complété au siècle suivant par la construction du fort Saint-Hospice sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. La nouveauté de ce projet consiste en une volonté de relier un point stratégique à un autre, en d'autres termes de concevoir une vraie chaîne défensive capable de protéger le pays de toute éventuelle attaque côtière. Lors de l'occupation du comté de Nice par l'armée française de 1705 à 1713, cette ligne fut jugée suffisamment dangereuse par Louis XIV pour qu'il ordonne la destruction du château de Nice et du fort Saint-Hospice en 1706. Le Montalban et la citadelle sont épargnés car ils sont désormais isolés et leur capacité de résistance et leur situation respective les rendent quasi inoffensifs. Ces forts restent désormais pour nous le témoignage d'une architecture militaire et d'une conception défensive qui furent à leur époque d'une très grande modernité.